Bonjour, je suis Chloé. Vous écoutez le podcast Le Chemin des aidants, un podcast dédié aux aidants ayant un proche atteint d'un cancer. Derrière chaque patient, il y a des aidants. Que ce soit dans notre famille, nos amis, un collègue, nous sommes nombreux à être ou avoir été confrontés à cette maladie et à la difficulté du rôle d'aidant. Comment se rendre utile ? Comment soulager ? Quelle est ma place dans tout ça ? Et moi, est-ce que j'ai le droit de craquer ? Dans ce podcast, nous allons donner la parole à un aidant pour chaque épisode qui nous parlera de son propre parcours, accompagné d'un expert sur une thématique précise. Ici, pas de tabou, pas de chichi entre nous, mais toujours de la bienveillance. Aujourd'hui, on démarre sur les chapeaux de roue avec le sujet le plus délicat, la sexualité pendant la maladie. Et oui, en tant qu'aidant, c'est souvent complexe d'aborder le sujet et pourtant, même malade, notre compagne ou notre compagnon peut exprimer des besoins de tendresse, de sensualité, malgré la fatigue des traitements et l'épreuve de la maladie. Pour en parler aujourd'hui, j'accueille donc Florian. Bonjour Florian. Bonjour. Et votre compagne Julie, elle est en cours de traitement actuellement. C'est ça. Et donc merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Pour aborder directement la thématique de notre épisode, je vous propose d'écouter ça. Dis-moi, petite question, t'es plutôt armature, non ? Enfin, je veux dire, tu portes des soutiens-gorge à armature. Sympa, non ? Wow. Ah oui, non, pardon, non, excuse-moi. Non, c'est parce que j'ai lu qu'il y avait plus de risques de faire des cancers du sein avec un soutien-gorge à armature. Voilà, c'était un extrait de la série Le Chemin d'Émilie, produite pour l'Oncopole de Toulouse. La série raconte l'épreuve du cancer du sein que traverse le personnage d'Émilie, et dans cette web-série très drôle et touchante, nous croisons la route des aidants d'Émilie. Est-ce que vous l'aviez vu, Florian ? Oui, assez récemment, je confesse, après le diagnostic de cancer de ma compagne. Et est-ce que vous avez aimé ? Oui, ça m'a plongé, certaines scènes m'ont plongé en arrière lors du chemin, justement, du parcours de ma compagne, qui continue toujours aujourd'hui. Est-ce que par hasard, vous êtes reconnu dans un des personnages ? Forcément, plus particulièrement Mathieu, qui est le principal aidant du personnage principal. Le compagnon d'Émilie. Voilà, le compagnon d'Émilie. Qu'elle rencontre d'ailleurs... Après le cancer. Après le cancer. Donc j'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à aller dévorer sans modération cette web-série de 3 saisons. Elle est vraiment très réussie, perso, j'adore. Il suffit simplement de taper Le Chemin d'Émilie sur YouTube et on vous met le lien dans la description de l'épisode. Alors, on va commencer tout de suite avec les questions. Florian, si vous le voulez bien, est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous raconter votre histoire et comment vous et votre compagne, vous avez découvert son cancer du sein ? Le cancer s'est immiscé dans notre relation assez fortuitement, et quelques mois seulement après notre rencontre. Ma compagne a ressenti une masse douloureuse dans le sein pendant l'été 2023. Donc au départ, on pensait que c'était un kyste, parce qu'il y avait ces douleurs et on pensait que le cancer n'était pas douloureux. Et c'est lors d'une visite chez la sage-femme pour sa contraception qu'on a découvert qu'il fallait faire une mammographie et que le diagnostic a été posé à la suite de cette mammographie. Donc en fait, tout de suite vous êtes rencontrés et tout de suite c'est arrivé dans vos vies très rapidement, comme vous le dites, au bout de quelques mois. Et donc comment le cancer a affecté votre vie de couple, de jeune couple d'ailleurs ? Forcément, ça a été assez compliqué à vivre parce que justement, nous n'habitions pas encore ensemble. Nous étions au début de notre relation, donc il y avait encore beaucoup de choses à vivre et le cancer a rebattu les cartes assez rapidement. Il y avait la peur de perdre ce qu'on avait bâti pendant ces quelques mois. Donc quand nous sommes venus à l'hôpital Purpan, avec les résultats de la mammographie que le médecin nous a pris à part pour nous prévenir de l'urgence de la situation, c'est là que nous avons vraiment réalisé avec ma compagne que c'était pas anodin. Et donc, j'avoue que c'est au retour de ce rendez-vous avec le médecin que on a craqué tous les deux dans la voiture, en fait. Oui, ça se comprend. Et donc vous étiez déjà tous les deux très très soudés, puisque je vois que vous dites nous, on a appris tout ça. Au bout de quelques mois, c'est quand même fort, je trouve. Enfin moi, ça me touche. Et je me demandais, est-ce que vous avez du coup ensemble trouvé des stratégies et adapté vous avez mis en place des choses pour préserver votre intimité justement, puisque c'est le sujet dont on parle. Oui, justement, par certains côtés, le cancer nous a rapprochés, sentimentalement parlant, nous a soudés. Rapidement, il s'est imposé à nous, rapidement, que la vie ensemble, la vie commune n'était pas une option. Il s'est imposé à moi que je voulais être là pour elle, au quotidien, pas seulement pour les bons moments comme on vivait avant ça. Et donc, par certains autres aspects, la relation a été un peu dégradée vis-à-vis de la fatigue, des effets secondaires,
la ménopause profonde que confère la chimiothérapie. Donc ça a modifié beaucoup le bien-être de ma compagne, avec forcément tout ce qui est bouffée de chaleur notamment. Et c'est très soudain, les effets secondaires sont très soudains après le début du traitement. Et donc il n'y a pas eu d'adaptation en douceur et il a fallu trouver des solutions palliatives très rapidement. Et toutefois, avec ma compagne, on a toujours essayé de conserver notre vie de couple, notre vie intime, autant que faire se peut. Est-ce que ça a changé votre rapport à son corps, à elle? Je pense notamment à la perte de cheveux, si elle les a perdus, et à une éventuelle cicatrice, si elle en a une, dans le cadre d'une reconstruction mammaire. Est-ce que ces éléments ont été perçus comme une perte, entre guillemets, de féminité? Et concernant sa poitrine, est-ce qu'on a peut-être peur de la toucher, peur de lui faire mal au début? Avec ma compagne, on a une approche très cérébrale et sentimentale dans notre relation. Donc l'alopécie n'a jamais provoqué une baisse de désir à proprement parler, ou de séduction. Même ça a été sujet à plaisanterie. Comme l'alopécie totale, on a assez ri du fait que ça nous faisait faire des économies en institut de beauté. Oui. Et je n'ai jamais associé la féminité de ma compagne, même avant ça m'a dit, à ses cheveux, même si j'adorais ses cheveux longs, ni à la forme de sa poitrine, ou à l'absence de cicatrices. Donc j'ai pas changé mon rapport à son corps. En revanche, il est vrai qu'après la pose du porte-à-cathéter pour administrer le traitement de chimiothérapie, après les chirurgies que ma compagne a subies, ou même pendant la radiothérapie qui est en cours pour ma compagne, les zones peuvent être très sensibles. Et ces zones, j'essayais au maximum de ne pas les toucher pour ne pas provoquer ces douleurs, notamment dans les rapports intimes. Donc c'était un peu les no-go zones, mais à proprement parler, il n'y avait pas d'interdiction, c'était vraiment le bien-être de ma compagne qui privilégiait. Et oui, c'est la radiothérapie qui fait ça fait quoi? Ça lance? Vous savez, elle vous a expliqué un peu? La radiothérapie, ça crée des brûlures. Donc il faut à tout prix faire descendre en température la zone. Est-ce que vous avez trouvé des ressources ou des professionnels qui vous ont aidé justement à naviguer avec ces défis intimes? Les infirmières nous ont conseillé d'aller voir un sexologue en début de traitement si le besoin s'en faisait ressentir. Pour le moment, on a réussi dans notre vie intime en discutant, en mettant en place des solutions communes, des solutions où chacun s'y retrouve, à ne pas avoir besoin d'avoir recours à ce professionnel. Donc, comme le traitement est toujours en cours, on ne s'interdit pas d'avoir à faire appel à une sexologue, mais on verra par la suite. Pour l'instant, ça n'a pas été nécessaire. Quelles interrogations avez-vous sur ces sujets intimes par rapport à la suite du parcours de soins et des traitements que votre compagne poursuit justement? Maintenant, la plus grosse interrogation, c'est plutôt au niveau de l'hormonothérapie. Donc, il y a un traitement qui est très long, beaucoup plus long que la radiothérapie. Donc là, on parle plutôt d'une durée de plusieurs années, 5 ans, je crois. Donc forcément, on connaît les effets des hormones sur le corps des femmes, notamment avec la pilule. Et l'hormonothérapie, c'est aussi une forme de... C'est pas une pilule, mais ça a des impacts sur les hormones et le corps des femmes. Donc j'ai personnellement, moi, des inquiétudes vis-à-vis des effets que pourront avoir ces hormones sur le corps de ma compagne. Et donc sur notre vie intime ensuite, mais en premier lieu sur elle, son bien-être personnel. D'accord. Eh bien justement, c'est le moment. On a les questions qui arrivent et on a quelqu'un qui est avec nous pour nous aider, pour parler d'espoir et de conseils avisés. On accueille Josiane Ménard, qui est infirmière sexologue. Nous allons donc profiter de son regard et son expérience. Bienvenue à vous, Josiane. Bonjour à vous deux. Est-ce que vous pouvez nous raconter, pour commencer votre parcours à vous, comment on devient infirmière sexologue? Je travaille à l'Oncopole de Toulouse depuis 1986, où j'ai exercé en tant qu'infirmière dans des services d'oncologie et de chirurgie. J'ai pu participer à plusieurs projets, et notamment à des consultations où la problématique de la sexualité était exprimée par les patients. Et je n'avais pas de réponse à apporter, donc ma curiosité m'a amenée à faire une formation et j'ai eu donc un DIU de sexologie, c'est-à-dire un diplôme interuniversitaire de sexologie à l'université de Paul Sabatier de Toulouse depuis 11 ans. J'exerce donc depuis 10 ans en tant qu'oncosexologue à l'Oncopole de Toulouse. Il faut savoir que l'oncosexologie, elle a pour objectif d'améliorer la santé sexuelle du patient et du couple qui peut être perturbé par le cancer et ses traitements.
Vous voulez aussi réagir au témoignage de Florian? Alors je lui dis bravo. Bravo parce que j'entends cette lucidité, cette capacité adaptative et sa bienveillance vis-à-vis de sa partenaire, son écoute. Chez vous, la communication, c'est vraiment un renfort de lien. Vous avez dit avoir une intimité cérébrale et vous êtes également complice et aimant. Alors la maladie, elle s'est invitée chez vous, mais vous ne lui avez pas laissé de place. Comment cette question vie intime et sexualité elle est abordée à l'Oncopole dans le parcours de soins en cancérologie? Alors tout d'abord, la question, elle est soignante dépendante. C'est-à-dire que, je m'explique, alors par manque de formation sur le sujet et en sachant que la sexualité c'est un sujet tabou, lorsqu'il est évoqué dans le cadre du cancer, il réveille des pensées opposées. C'est-à-dire on a peur du jugement, alors que ce soit côté soignant, que ce soit côté patient. C'est antinomique également de parler d'une maladie grave et de plaisir. Donc oui. Voilà, c'est vraiment un frein pour aborder ce sujet. Et j'entends, moi, au travers de mes consultations, j'ai pas la tête à ça. Voilà. Et pourtant, l'information sur les effets secondaires et la maladie, c'est un devoir. C'est un devoir pour le soignant et un droit pour le patient de connaître ce qui va se passer dans l'instant et dans l'après, pour pouvoir se projeter. Et tant pour la patiente, bien sûr, et dans votre cas, pour le partenaire aussi, le partenaire qui est l'aidant. Alors la sexologie, elle aide les patients à retrouver leur capacité d'accès à l'érotisme. On va plus parler comme ça, on va pas parler de sexe. Ça déçoit certaines personnes. La sexualité, elle fait partie intégrante des principales composantes de la vie des êtres humains. Alors, lorsque le cancer il s'invite dans votre vie intime, l'oncosexologue, elle accompagne les personnes dans leur système de pensée, de référence, de valeurs, d'histoire, de comportement. Alors, si la sexualité est possible, mais elle n'est pas normée, elle n'est ni obligatoire. Est-ce qu'on peut parler d'abstinence acquise, si on n'en parle pas, d'abstinence choisie, d'abstinence induite par les traitements ou par le manque d'information, tout simplement? Et la sexualité n'est ni interdite, ni linéaire, ni superposable à celle des autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller dans le référentiel de vie de la personne. Et j'entends également, c'est le prix à payer pour pouvoir guérir. Mais pourquoi condamner sa sexualité? Pourquoi créer une atmosphère anxiogène et qui va donner des sentiments de culpabilité et de honte? Vous entendez ce genre de propos dans les consultations, en fait, les gens qui pensent qu'ils vont devoir faire abstraction de ça? Alors je ne les entends pas, je ne les vois pas. En fait, c'est un frein pour pouvoir demander une consultation ou aller vers. C'est des gens voilà. qui viennent pas. Parce qu'il y a cette crainte de jugement, d'être jugé soi-même, parce que, je reviens sur cette antinomie entre le cancer qui évoque la tristesse, la mort, et la sexualité qui évoque le plaisir, la dynamique personnelle, l'épanouissement personnel. Oui, et puis même déjà parler de sexualité, même sans maladie, c'est toujours un petit peu tabou parfois. Absolument. On va pas tous voir un sexologue, alors que ça pourrait peut-être être utile à tout le monde. Et donc, à quel moment vous voyez les patients? Alors, c'est à la demande des patients et du couple. D'accord, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. J'ai des parcours systématiques, mais dans d'autres pathologies. Là, non, c'est pas obligatoire. Ça peut être à la suite de l'annonce de la maladie ou de la chirurgie. Tout au long du parcours de soins, parce que la qualité de vie, elle change et que la vie sexuelle est modifiée potentiellement par la maladie et par le traitement. Alors, il faut savoir qu'il y a des symptômes qui peuvent arriver. La prévalence dans le cadre du cancer du sein, c'est la perte ou la diminution de la libido, mais également l'apparition de dysparunie, c'est-à-dire des douleurs vaginales qui vont être un frein, bien sûr, à pouvoir revenir dans sa sexualité coïtale. Alors, il y a également d'autres éléments comme la perturbation de l'image de soi parce que le schéma corporel a été modifié à la suite de la chirurgie et la communication peut être impactée dans le couple, la communication verbale, j'entends, la communication charnelle également parce que ils peuvent se retrouver dans un sentiment d'impasse et ne plus savoir comment communiquer, comment revenir dans cette communication charnelle. Et comment ça se déroule une consultation que vous animez à l'oncosexualité, justement? En oncosexualité, pardon. Alors, j'ai des consultations... Je découvre ce mot. Oui. Alors, j'ai des consultations individuelles et j'ai des consultations de couple, mais sur demande ou à l'invitation de certains chirurgiens ou de certains oncologues.
Ça dure combien de temps à peu près une séance ? Entre 3/4 d'heure, 1 heure. Et parfois, quand ce sont des couples, ça peut durer jusqu'à 1h30. Ah, c'est bien, vous prenez le temps, vraiment. Absolument, absolument. Oui. J'ai une autre casquette également, j'ai une casquette d'éducatrice thérapeutique où j'invite les patientes à venir dans des ateliers, des tables rondes dans le cadre du cancer du sein et de la santé sexuelle. Et là aussi, je trouve que c'est un élément important parce que ça permet aux patientes de sortir de l'isolement et du sentiment d'anormalité qui peut mûrir au fil du parcours thérapeutique. Alors, on sait que vous êtes soumise au secret professionnel, mais juste si vous avez des questions qui reviennent, par exemple, pendant les consultations, des questions d'aidants, et quels conseils vous leur donnez ? Alors, l'aidant, il est souvent en retrait. C'est-à-dire qu'il ne se sent pas forcément légitime dans cet accompagnement sexologique. Je ne suis pas le malade, j'entends ça. Moi, j'ai pas besoin, c'est elle. Donc, c'est à deux, oui. Oui, bien sûr, mais d'emblée, il y a une position de retrait et je peux entendre également des moments de résignation ou des moments d'abandon parce qu'ils cherchent une place, un rôle à jouer et nous, soignants, on leur confie un rôle de soignants qu'ils ne sont pas. Donc c'est une charge supplémentaire par rapport à cet accompagnement. La maladie, elle bouleverse les codes et ils se retrouvent souvent seuls. Voilà, pas de pression. On entend qu'il faut aborder la maladie, enfin dans la société on entend qu'il faut aborder la maladie de façon positive. Waouh, comment est-ce que je peux aborder ? C'est ce qu'on entend. Que le fait de l'aborder de façon positive, ça contribue à sa guérison. Mais on l'entend ça. Ça contribue aussi à la culpabilisation un peu. Mais bien sûr, c'est ça. Ça entraîne forcément. Quand on n'y arrive pas. Mais c'est ce que l'on entend. Hein, c'est ce que l'on peut lire également. Alors on lit, on entend aussi que nous sommes les architectes de notre vie, donc on va utiliser des termes de je vais me battre, je vais être fort, etc. Moi, ce langage du guerrier, je le laisse derrière, d'accord ? On a le droit de pas avoir de force, on a le droit de mal vivre la situation parce que c'est pas une situation gaie, donc on fait ce qu'on peut. D'accord. Alors, une recette quand même, c'est qu'il ne faut pas chercher de solution rapide. Voilà. Et parce que justement, on reste dans cette culpabilité et puis on peut ne pas y arriver. Alors stop à la performance et à cette pression médiatique. La performance, d'ailleurs, stop à la performance, même je dirais sans maladie aussi, tout court. Oui, mais là particulièrement. Florian, est-ce que vous souhaitez réagir au témoignage de notre experte et est-ce que vous avez des questions à lui poser ? Je trouve que ça me rassure dans mon approche que j'ai eue avec ma compagne, donc je suis plutôt confiant pour la suite du coup, parce que on met en place des stratagèmes pour justement maintenir notre vie intime malgré la maladie, comme disait Josiane. Donc je suis assez confiant pour la suite, justement pour l'hormonothérapie, ce qui était plutôt source d'inquiétude. Et voici l'un de mes moments préférés du podcast, l'info intox, jingle. Donc je vous rappelle les règles du jeu, je vous donne une affirmation et vous devez trouver ensemble s'il s'agit d'une info ou d'une intox. Ok ? Vous êtes prêts ? Alors, première phrase, la chimiothérapie réduit toujours la libido. Info ou intox ? Dans mon cas, ça n'a pas été le cas, parce qu'on a mis en place justement les stratagèmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Après, je ne peux pas répondre de façon complètement générale. Alors, je vais dire oui et non. Oui et non, c'est fonction de sa perception, fonction de sa vie sexuelle également, mais il faut savoir que les traitements, c'est un traitement systémique, la chimiothérapie, donc qui passe par les veines, qui va entraîner des effets secondaires et notamment la fatigue. Et la fatigue, c'est très subjectif. Et quand on parle de fatigue, ça peut aller jusqu'à la sensation d'épuisement. Quand on parle de libido, en fait, c'est une énergie instinctive qui va dans la recherche de plaisir et de plaisir charnel. C'est une pulsion de vie. Ça, c'est déjà de l'énergie. Lorsqu'on est complètement épuisé, pour aller chercher encore de l'énergie, pour laisser passer cette pulsion de vie, pour aller encore vers une activité sexuelle, hein, c'est le chemin, ça va être encore plus compliqué, parce que ça aussi, c'est de l'énergie. C'est quand on est en source d'épuisement, on va canaliser cette énergie vers d'autres organes, d'autres activités. Alors, deuxième idée reçue, il est essentiel de discuter ouvertement de la sexualité avec son partenaire après un diagnostic de cancer du sein. Info
ou un tox? Moi, je pense que personnellement, oui. Donc, je dirais que c'est une info. Vous êtes dans la communication beaucoup, vous, Florian, donc... Et a priori, moi, je dirais aussi que c'est une info parce que la communication, de toute façon, c'est la clé de beaucoup de choses. Absolument. Cancer ou non, en fait. Exactement. Et oui, alors donc oui, la clé, c'est celle-ci, c'est bien sûr la communication, parce qu'il est rare de discuter de la sexualité. Posez-vous la question, individuellement, en dehors de toute maladie. Et comme si notre libido, puisqu'on vient d'en parler, elle était constante au fil du temps. Voilà, 20 ans, 30 ans, 40, 50, etc. Et là également, dans ce parcours, dans cette prise en charge pour le cancer du sein, elle est vulnérable. D'accord ? Donc il va falloir en parler. Et ça, c'est une vraie recette. On le fait pas probablement par pudeur émotionnelle, parce que lorsque l'on va s'adresser à l'autre verbalement, on va exprimer ses émotions, qui va déclencher des émotions chez l'autre et qu'on va pas forcément savoir gérer. Voilà, qui va redéclencher une émotion. Et c'est ce cercle vicieux que l'on n'arrive pas à débloquer. Oui, peur de ne pas employer les bons mots, de ne pas réussir à exprimer ce qu'on ressent vraiment. Absolument. Et de blesser l'autre éventuellement. Absolument. Ou de le vexer. Oui, ou de montrer ses propres émotions. Ou de s'ouvrir trop, oui. Alors, c'est vrai que les blocages sexuels, ils naissent du silence. Il est important de communiquer mais dès l'apparition des premières difficultés, sans avoir de honte à dire ce que l'on ressent, sans craindre de perdre l'autre, parce qu'il y a cette notion d'abandon aussi, qui peut être envisagée chez l'un ou chez l'autre. Il faut savoir que la simulation, c'est l'ennemi de la communication, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit charnelle, parce qu'on peut arriver à des attitudes d'évitement et des comportements complètement inadaptés. Très bien. Et la petite dernière, tous les traitements du cancer du sein provoquent des effets secondaires sexuels, un faux ou un tox. Donc, on a eu quelques éléments de réponse pendant cette interview. Vous pouvez peut-être nous dire tout de suite. Moi, je dirais du coup un tox, parce que ça dépend complètement des personnes. C'est si j'ai bien suivi. Je pense que oui, j'aurais dit un tox également. Après, comme disait Josiane, il y a l'aspect de la fatigue qui joue beaucoup, mais est-ce que c'est un effet secondaire sexuel ou un effet secondaire qui est induit par la fatigue? J'attends la réponse. Et oui. Non, alors il n'y a pas de généralité. Alors on dit que il y a cette libido qui est perturbée liée à la fatigue, mais également par des traitements anti-hormonaux. Vous l'avez signalé, qui favorisent la baisse de la libido parce qu'il y a une frustration hormonale. Il faut savoir que cette dynamique de libido, elle est dépendante de notre taux hormonal. Voilà. Mais après, en sexologie, on apprend à aller travailler les piliers du désir qui existent, mais que l'on ne voit pas forcément tant qu'on a nos hormones qui vont nous faire réagir de façon réflexe. C'est plus fort qu'une pilule, par exemple, une pilule contraceptive ? Oui. Alors c'est quand même un petit peu plus fort parce que ça va être associé à autre chose. Les traitements anti-hormonaux vont être associés à un risque de prise de poids. Donc encore une modification de l'image, une fatigue, des troubles de l'humeur, on a parlé de dyspareunie tout à l'heure, je l'ai évoqué, c'est-à-dire cette sécheresse vaginale qu'il va falloir traiter de façon très précoce. Et pour cela, il va falloir pouvoir l'exprimer auprès des soignants de façon à ce que ça puisse être entendu, parce que on va pas forcément poser la question d'emblée au cours des consultations. Des symptômes de ménopause, comme vous disiez, Florian, au début. Absolument. Aussi. C'est ça. Alors, ce que j'entends dans les consultations, c'est que les patientes peuvent me dire que avoir un cancer, c'est embarquer les autres, les êtres que l'on aime, dans la peine et la difficulté. La difficulté, et ça, c'est douloureux. Donc, la difficulté, c'est d'entendre. C'est d'aller vers un repli sur soi. Et ça peut entraîner vers un mutisme et des attitudes d'évitement. Donc, je rajoute encore un trait sur cette communication qui est importante. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, moi déjà merci à vous deux parce que ça m'apprend aussi des choses en vous écoutant, parce que je me dis que c'est pas que dans le contexte de la maladie que tous ces conseils sont bons à prendre. Florian, qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Et est-ce que vous avez peut-être envie de donner des conseils aux aidants qui sont dans le même cas que vous? Je dirais que maladie ou non, en fait, le plus important, c'est de s'écouter mutuellement. C'est un peu ce qu'a mentionné Josiane dans ses interventions précédemment.
Donc sur les désirs de chacun, les non-désirs, les raisons pour lesquelles quelquefois, à cause de la fatigue, on n'a pas forcément envie, et pourtant on a toujours besoin de cette tendresse, et la tendresse restera toujours là, malgré la maladie, malgré les rapports ou pas. Donc pour ma part, avec ma compagne, on a toujours gardé cette tendresse depuis le début, ce qui nous a permis de rester toujours proches, de pouvoir discuter justement de tous ces aspects intimes. Donc moi, si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment de s'écouter et de se parler beaucoup sur le sujet. Et puis moi, pour la suite du parcours, je dirais que malgré l'hormonothérapie, je pense que ce qu'on a mis en place au niveau de la communication nous permettra de surmonter les problèmes de type physique et de baisse de libido liés aux hormones. Mais je suis assez confiant sur le fait qu'on arrive à surmonter cette épreuve. Et donc je pense que je sors de ce podcast, disons, avec des perspectives, de l'espoir, on va dire ça. Bah, c'est vrai que vous êtes un bel exemple. Moi, je conseille à tout le monde de communiquer. La tendresse, c'est important. Bourvil le disait déjà. La chanson La Tendresse. Vous connaissez pas? Très beau, mais merci beaucoup, Florian, merci beaucoup. Eh bien, nous voilà à la fin de cet épisode. Un grand merci, Florian, pour votre témoignage très intime et touchant. Votre expérience, ça va nous aider à comprendre les défis que rencontrent les aidants, notamment donc sur le plan de la sexualité pendant la maladie. Et merci également à notre experte du jour, Josiane Ménard, infirmière sexologue à l'Oncopole, pour vos précieux conseils. Merci à vous pour cette invitation. Aujourd'hui, nous avons parlé de comment maintenir une connexion intime malgré la maladie, des obstacles liés à la sexualité et des ressources disponibles pour les aidants. Nous espérons que cet épisode vous a apporté des réponses et des pistes de réflexion. Merci à vous, nos auditeurs, pour votre écoute et votre soutien. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Nous vous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode où nous parlerons d'un autre aspect important de la vie des aidants du cancer du sein. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Souvenez-vous, ici c'est sans tabou et avec beaucoup de bienveillance. À très bientôt sur le chemin des aidants de l'Oncopole.